Bonjour et bienvenue sur le networking de Steve. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter deux conférenciers de choc que j'ai rencontrés sur Lyon. Il s'agit de Béatrice et Christophe. Bonjour à vous deux. Bonjour Steve. Salut. Coucou. Alors je vous ai rencontrés sur Lyon il y a 3 mois et j'ai été impressionné par la qualité de vos conférences. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire venir. Là on est juste à 10 minutes de la conférence, la salle est prête, on va vous faire voir un petit peu le décor. Je voulais un petit peu vous montrer les coulisses aussi. Et ça me semblait très important de vous interviewer parce que je pense que vous avez une valeur très importante à apporter en termes de connexion. Comment créer des connexions? C'est un peu le sujet des personnes qui nous regardent. Souvent, ce sont des entrepreneurs qui veulent attirer une audience, mais ils ne savent pas comment faire. Et leur frein principal lorsqu'il faut passer à l'action, c'est parler en public. Alors, je voulais que vous puissiez nous donner quelques tips pour savoir comment on crée des relations émotionnelles devant un public, puisque c'est la thématique de ce soir. Il est vrai que quand on est entrepreneur, la question qu'on se pose parfois, c'est comment clarifier son message pour soi-même et clarifier son message pour les autres. On voit aussi un impact sur l'engagement des salariés, qu'à partir du moment où un salarié n'est pas engagé, ça peut être de son propre fait, mais ça peut être aussi parfois parce qu'il n'a pas reçu ou perçu la vision d'entreprise et quels sont les objectifs. Du coup, il se lance dans un mouvement important, rapide, mais parfois ce qu'on appelle souvent un mouvement immobile, c'est-à-dire qu'il court très vite, mais finalement il ne sait pas très bien dans quelle direction il court, donc il arrive parfois à revenir à la même place. Donc tout l'enjeu consiste pour le dirigeant, voire pour le manager aussi, à être le bon interprète de sa propre vision. Et on va le voir tout à l'heure dans la conférence d'ailleurs, il y a 10 raisons ou 10 occasions dans la communication de pouvoir perturber un message entre ce qu'on pense et ce que l'autre perçoit. Il y a des tas d'étapes, on va le voir tout à l'heure, qui permet une distorsion finalement du message. Eh bien, tout l'enjeu consiste déjà pour créer un lien avec son auditoire et avec son public. Eh bien, tout l'enjeu consiste véritablement à pouvoir déjà être clair sur son message. Est-ce que le message concerne directement les gens à qui on va s'adresser? Bref, pour moi, première règle, c'est savoir quelle est la cible, à qui on s'adresse. Ça, c'est déjà une première chose. Voilà. Ensuite, on peut poursuivre, mais c'est déjà quelque chose de très important. Parfois, les gens ont quelque chose à dire et ils le délivrent, ils le posent sur la table. Il y a un enjeu important de savoir à qui on a envie de passer ce message-là. J'aime bien le principe des messages universels, mais quand on est chef d'entreprise ou entrepreneur, on a véritablement une cible à qui on doit délivrer ce message-là. Deuxièmement, la deuxième règle pour moi, c'est de rentrer dans un champ lexical connu et identifié. Bref, d'arriver, comme on dit, à déjargonner son discours, de façon à ce qu'il soit accessible à toutes les personnes importantes dans le dispositif qu'on souhaite partager, c'est-à-dire dans la vision de l'entreprise et dans son déploiement. Et tout l'enjeu consiste à cela. On le voit d'ailleurs, les très très grands experts sont des gens que n'importe qui est capable de comprendre. Donc finalement, la simplicité dans le discours est aussi un haut niveau d'expertise, à la fois dans la simplification qu'on a de pouvoir rédiger sa feuille de route et sa vision, mais dans sa capacité qu'on a aussi à l'exprimer. Voilà, je commence peut-être par ça, et peut-être Béa, du coup, peut rebondir sur les interactions émotionnelles qui sont importantes à créer dans les échanges. D'accord, donc pour résumer cette première partie, c'est bien connaître sa cible, voilà, et ensuite utiliser les mêmes éléments de langage propres à cette cible, absolument, pour communiquer efficacement. Déjà un premier point. Ok, merci Christophe. Oui, merci Chris, parce qu'il y avait aussi justement dans ce que tu disais, la clarté des propos qu'on a envie de transmettre et du coup du message qu'on partage. Ça c'est très important parce que dans la connexion qu'on crée avec le public, plus on est clair dans ce qu'on veut leur partager et plus on va se sentir à l'aise avec ça. Et du coup, plus la connexion se crée rapidement parce qu'en termes d'énergie, on se connecte directement et les autres se connectent à notre niveau. Alors ça passe par plusieurs canaux. Ça passe par plusieurs canaux sensoriels. Donc il y a tous les canaux qu'on connaît très largement, l'auditif, le visuel. Du coup, évidemment, pour créer une connexion avec son public, de la même manière que les mots MOTS, on les choisit et on adapte notre champ lexical, on adapte aussi quelquefois nos vêtements et ce qui s'y passe. Autrement dit, quand on a une veste avec une cravate et tout ça, c'est très bien, c'est parfait, mais si ça ne nous met pas à l'aise, c'est important parce que ça va se ressentir directement sur les autres. Alors, on a beau savoir tout ce qu'on veut dire, utiliser le même langage, l'énergie va pas être fluide. Exactement ça. Donc ça s'appelle l'authenticité, qui vaut pour tous les canaux. Ça passe aussi par le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est donc l'aménagement de l'espace. Est-ce que quand on s'exprime au public,
Enfin, avec notre public, si on a 4 personnes, 6 personnes, on met une table, on en met 2, on met les gens autour de la table ou pas. Quand on en a 40, 50, est-ce qu'on met une configuration conférence, cinéma, un peu en arc de cercle? Ça dépend de chacun et c'est très important que ça dépende de chacun. Il n'y a pas de règle d'or. Il y a effectivement des règles qui fonctionnent mieux que d'autres. Oui. Notamment, il faut que quand on s'adresse aux personnes, on puisse voir tout le monde parce qu'il faut regarder un petit peu chaque personne 3 à 5 secondes. Là, ça crée des vraies connexions, que ce soit un salarié, un collaborateur, un partenaire, un client. Comme ça, quand on est en conférence, un public qu'on ne connaît pas, c'est très important de se connecter de cette manière-là. Donc ça, dans notre disposition, il ne faut pas que les personnes soient trop éloignées les unes des autres, mais il ne faut pas qu'elles soient trop serrées les unes sur les autres. Et on rejoint exactement ce que disait Chris en termes de cible. Plus on connaît sa cible, mieux c'est, même quand la cible est indéfinie. Par exemple, pour nous ce soir, la cible est indéfinie. Les gens peuvent venir de partout. Oui. Donc, on construit la conférence et on ajuste notre énergie et ce qu'on va leur dire et de quelle manière on va leur dire en fonction de ce que l'on va ressentir. Vous ajustez en direct? Voilà, ouais, en direct. Mais on connaît notre cible, elle est indéfinie. Voilà, et connaître sa cible, ça ne veut pas forcément dire connaître chaque personne. Là, on sait qu'elle est diversifiée. Ça demande beaucoup de plasticité? Ça demande beaucoup de plasticité et ça demande quelque chose qui est important, et je rebondis sur ce que vient de dire Béa, c'est que finalement, il n'y a pas de règles standardisées. Et je fais un peu une analogie avec les arts martiaux. Il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, on apprenait les arts martiaux, il y avait un geste, et il n'en fallait pas d'autres. Maintenant, ce qu'on apprend souvent, en tout cas dans certaines écoles, c'est ce qu'on appelle un geste approprié à sa forme de corps. Ça veut dire que finalement, chacun a sa propre forme de corps. Elle n'est pas forcément la même que le voisin. Et du coup, la façon dont on va mettre en place sa posture dans le discours, là aussi, fait partie de sa forme de corps, sa forme d'esprit et sa forme tout court, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des gens qui forment à ça, entre guillemets, sans jeu de mots, mais chacun va trouver son propre style, sa propre posture. Et vouloir s'inventer une posture au motif qu'on a vu quelqu'un qui était pertinent dans une certaine posture n'est pas forcément toujours la bonne approche. Il vaut mieux rencontrer quelqu'un qui va nous faire découvrir quelle est notre propre posture. Comment on va faire en sorte de se mouvoir assez facilement et que les gens perçoivent, comme le disait Béa très justement, c'est l'aspect authenticité. Et finalement un discours, on le voit bien, que ce soit par le net, en direct ou dans une conférence, dans un atelier ou dans n'importe quelle réunion publique, qu'est-ce qui prime dans le message? C'est d'abord la sincérité, l'authenticité. Donc finalement, je crois que, comme tu le disais, un des premiers trucs au-delà de tout ce qu'on peut apprendre en technique, et il en existe plein, c'est est-ce que son message est véritablement authentique, aligné, correspond à qui on est, et ensuite trouver un moyen d'avoir sa forme de corps pour pouvoir exprimer ce message-là, le délivrer et le partager. Voilà. D'accord. Je voulais juste rebondir sur cette idée de partage, parce qu'il y a un élément très important quand on crée une connexion avec quelle que soit la taille du groupe, même une personne suffit, c'est l'écoute. Et quelquefois, il vaut mieux se poser un peu, même si on a beaucoup de choses à dire, on a toujours beaucoup de choses à dire, mais très intéressantes d'ailleurs, mais il vaut mieux se poser quand on sent moins les choses ou quand on trouve quelque chose de bizarre, écouter ce qui se passe, même si ça dure quelques secondes, ça permet de recentrer et de ramener un petit peu tout le monde ou de comprendre comment ramener. Quand tu dis écouter, c'est sentir ou vraiment écouter auditivement? C'est les deux. C'est les deux. Et là, sentir l'énergie de la salle. Exactement. Avec l'auditif et avec le kinesthésique. Et là, on est beaucoup sur le ressenti et là, on est beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. En termes d'empathie et en termes d'aptitude relationnelle et sociale, c'est deux composantes de l'intelligence émotionnelle. Dans je comprends le monde des autres et je comprends ce qui se passe pour eux. Quand on sent justement un décalage de niveau d'énergie, c'est important de se poser, de s'arrêter et on le voit. Tous les conférenciers le font, tous les hommes politiques le font, toutes les personnes qui s'expriment devant un public. Mais un public, ça peut être une personne. Parce qu'on peut perdre la personne qu'on a en face de nous, parce qu'on ne l'écoute pas suffisamment. On l'entend, mais on ne l'écoute pas suffisamment. Et du coup, ça, en termes de partage, c'est hyper important. Parce que quand on a un message à délivrer, et notamment dans les entreprises, quand on a des chiffres, les dernières réglementations, les dernières normes, la directive et ci et ça, eh ben, on parle et on explique. Mais on ne mesure pas ce qui se passe à côté en sachant que, et on va le dire ce soir aussi, mais on le dit toujours, le public reçoit seulement 7% du message que l'on envoie. C'est-à-dire, pas reçoit, mais retient. Autrement dit, en sortant d'une salle, les personnes ont retenu 7%, mais on ne sait pas lesquelles. Ça, c'est ce que retient le mental, c'est ce qui se met en mémoire. Ce qu'ils ont le plus retenu derrière ça, et c'est la raison pour laquelle ils se souviendront de toi, de Chris, de moi, de quiconque d'autre, c'est la posture qu'on a eue,
c'est la connexion qu'on a créée avec eux, c'est ce qu'on a fait passer de nous. L'impact émotionnel. Absolument, absolument. Et l'art de la communication, quel que soit le type de communication et quelle que soit la situation, c'est l'art de la considération. Considérer qui on est, ce qu'on a envie de témoigner, de partager, et considérer l'autre ou les autres. Ouais. Et voilà, Ouais. ça en termes de connexion, comme tu parlais de ça, créer des connexions, Ouais. c'est un premier pas évident. Après, il y a 1000 manières Oui, d'y bien sûr. arriver. Hein. Mais vous avez raison, hein, les politiciens, par exemple, qui créent le plus de liens avec le public sont ceux qui s'envolent dans des envolées lyriques, comme l'a fait dans la campagne présidentielle Macron, ou même Mélenchon. Ils réunissaient des salles, mais c'était hallucinant. Sans prendre parti pour les idées, ils ont vraiment des talents de grands communicants. Ah ouais. Il y a des gens comme ça qui ont effectivement des charismes. Il y a certains acteurs, certains hommes politiques. Il paraît que Sean Connery, quand il tournait Octobre Rouge, quand il arrivait dans la salle, les figurants russes saluaient. Tellement il était impressionnant, ils pensaient qu'il avait la posture d'un général d'armée russe, alors que c'était un acteur, il avait juste le costume. Mais les gens étaient quelque part, pas submergés, mais quelque part un peu. Ils étaient absorbés, captivés par ce qu'ils pouvaient dégager en termes d'énergie. Et c'est vrai que, Béa le soulignait tout à l'heure, la perception, la captation entre guillemets de l'énergie qui peut se passer et la capacité de l'orateur, du conférencier ou de l'intervenant à calibrer tout ça, à le percevoir et à s'ajuster, ça c'est super important, effectivement. Ah oui. Là, on travaille aussi ce qu'on appelle dans l'intelligence émotionnelle l'empathie. Parce que du coup, quand on est conférencier ou quand on s'exprime devant le public, la charge émotionnelle que l'on a, c'est entre guillemets de ne jamais faillir. C'est-à-dire que d'un seul coup, si on est bousculé par une question ou par des personnes qui n'arrêtent pas de discuter dans leur coin ou par des personnes qui n'arrêtent pas de se lever, d'aller à droite, à gauche ou une personne qui part en cours de route, et ça peut être le cas dans des réunions ou ceux qui touillent leur café, émotionnellement, ça résonne en nous d'une manière ou d'une autre. Et du coup, cette résonance-là, elle peut nous déstabiliser. Du coup, travailler sur l'empathie, ça permet de maintenir un équilibre et ça permet de comprendre ce qui se passe chez l'autre de manière, comment on va dire, pas comportementale, mais non verbale, sans forcément lui poser la question devant tout le monde, et du coup de gérer ça pour nous. Là, on est typiquement dans la gestion des émotions et ce qui bouscule notre système émotionnel, mais c'est très important parce que les personnes peuvent être bousculées émotionnellement sans qu'on en prenne conscience quand on parle, et puis si on n'est pas à l'écoute avec les yeux, avec les oreilles et avec tous les sens de notre public, donc les personnes peuvent être bas, mais nous aussi on peut l'être. Oui. Et les personnes, elles rentrent dans l'énergie dans laquelle on est nous, parce que le premier pas qu'on fait, là c'est ce qu'on va faire au début de la course ce soir, c'est qu'on crée une synergie. Donc on crée quelque chose qui tourne dans la salle, même si on fait des tables rondes autour des tables rectangulaires, tu vois, moi c'est pas grave, et c'est ce qui se passe à l'école. C'est compliqué de créer une synergie. Parce que très souvent dans les classes, il y a le maître et il y a les élèves. Bon, alors on fait comme on peut, c'est pas de partout, maintenant il y a des classes éclats, etc. Mais en tout cas, cette synergie, elle tourne, et si nous, le pion central, c'est comme le mur porteur, on la fait plus tourner, eh ben elle va s'arrêter de tourner. Exact. Okay, Exact. et ça, c'est une vraie connexion Ouais. avec le public aussi. Et c'est ce qui est compliqué quand, par exemple, tu as une salle de 50 et que tu as 4 personnes dedans. Parce qu'il y a plein de trous, plein de trous partout, un peu du vide. Et donc, l'énergie, il faut la faire tourner 2 fois plus ou avec plus d'intensité. C'est à toi de juger ce qui est bon pour toi. Mais en tout cas, en tant qu'orateur, il faut que tu mesures ça parce que l'énergie, elle va passer vers une personne, puis pouf, personne, elle va arriver vers une autre. Et du coup, pour faire tourner, c'est plus compliqué. C'est quelque chose de séquentiel. Absolument. Oui, d'accord. C'est incroyable. Et c'est comme ça que tourne le rire aussi. Tu vois, oui, c'est vrai. tu fais de l'humour. Si tu es à côté de quelqu'un qui rit pas, tu vas moins rire. Si tu es dans un endroit de la salle où il y a plein de monde qui rit, tu vas te laisser plus aller. Okay, c'est l'énergie humaine qui circule. C'est là-dessus qu'on travaille dans les entreprises. Il y a Héloïse qui nous filme. Héloïse, il y a une énergie cosmique là, ça s'appelle comment? C'est pas un vortex? Tu sais, le truc qui tourne comme ça? Ah oui, on dit la figure du Taurus. Voilà, le Thor. Est-ce que c'est sur ce même principe? Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, effectivement, le Thor, c'est effectivement une figure géométrique. C'est une sorte de tube circulaire, et dans lequel, effectivement, l'énergie peut circuler. Le synchrotron, accélérateur de particules, est bâti selon ce principe-là. Donc, c'est un formidable accélérateur. Je vais juste apporter un point qui est important. Effectivement, Béa parlait d'empathie et de calibrer, et on parlait effectivement d'énergie. Il ne s'agit pas pour autant de se fondre, de se dissoudre dans le public sous forme d'un caméléon
lion qui n'existerait plus qu'à travers son public. Il s'agit de garder son propre identité tout en identifiant les leviers permettant d'emmener avec nous l'ensemble des personnes concernées. Et comme disait Béla, ça peut être une personne, ça peut être un candidat qui passe un entretien face à un patron, par exemple. Moi, ça m'est arrivé en tant que patron de recruter les interlocuteurs et de parfois être en situation de constater qu'ils avaient parlé pendant 40 minutes sans me poser une seule question. Donc lui avait juste oublié de se calibrer et de comprendre. Ouais. Moi, j'attendais pas de lui qu'il soit dans la dissolution, entre guillemets, de se dissoudre ou se fondre dans un personnage qui n'était pas lui, mais au moins qui l'interagisse et qui calibre qui pouvait avoir en échange et en interaction. Donc je crois que c'est une attention aussi particulière. Même si là aujourd'hui tu me poses des questions, on parle beaucoup, il s'agit aussi parfois de passer du temps à écouter. Ça, c'est vrai que c'est important. Alors avec vos qualités d'entrepreneur, vous avez une sacrée expérience déjà du public, puisque je sais que vous en faites tous les mois. Toi, tu as fait un one-woman show, c'est ça? One-mom show? C'est ça. Ouais. À la journée de l'audace. Quels conseils vous pourriez donner, peut-être les 3 actions de base pour un entrepreneur qui a des offres à proposer, mais qui flippe de venir en public, de s'exposer en public? Vraiment 3 choses qui vont fondamentalement l'aider, qui sont faciles à mettre en place. Je commence ? Allez, vas-y. Allez. La première chose, qu'il soit aligné avec son ikigai. C'est-à-dire, en clair, que ce qu'il propose à ses clients corresponde à qui il est, ce qu'il veut faire, à ce qu'il aime, à ses compétences et à quelque part à une certaine forme de mission qu'il peut porter pour le monde. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agit pas de sauver le monde de tous les maux. Il s'agit d'avoir quelque chose qui est une contribution. Et ça, c'est vraiment particulièrement important. La deuxième chose, c'est de clarifier son message, comme on disait tout à l'heure. Il y a parfois des messages qui sont déstructurés, du coup difficiles à comprendre. Donc, première chose, deuxième chose, le structurer. Et puis troisième chose, peut-être travailler aussi des éléments de développement personnel, une bonne gestion de son émotion, son intelligence émotionnelle, dans la gestion de son stress, dans la gestion de ses enjeux. La cohérence cardiaque peut-être peut aider. La cohérence cardiaque, tout ce qui peut permettre à la personne de se sentir à l'aise dans son message, mais on l'a tous vu et on l'a tous ressenti, quand il s'agit de porter le message de quelqu'un d'autre, c'est toujours plus difficile que de porter le sien. Et réciter un message qui n'est pas tout à fait le nôtre a un impact très différent. Moi, j'ai eu des candidats qu'on a aidés dans des associations. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Jusqu'à présent, je récitais mon CV et là, devant le recruteur, j'incarnais mon CV. » Et ça changeait absolument tout. Ça a changé absolument tout. Exact. Voilà. Oui, alors les 3 points, je rejoins exactement Chris, c'est-à-dire que tu as parlé d'ikigai. Moi, je dirais rester focus sur sa passion, c'est le premier point, ok. Il a quelque chose à vendre, il a quelque chose à faire passer, un message à courbe, mais c'est parce qu'il l'a dans les tripes. Ça rejoint le message qui est le nôtre et qui est plus facile à faire passer. Donc, focus sur sa passion. La deuxième chose, je corrobore aussi la clarification, mais moi, je mettrais de son objectif. C'est quoi son objectif? En fait, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est juste, qu'est-ce qu'il mérite. Ok. Et donc, c'est quoi l'objectif qu'il veut atteindre? Parce que sans ça, on a l'impression parfois qu'on n'avance jamais. On se dit, ah ben ça y est, j'ai encore raté de parler devant les gens. Ah ben ça y est. Alors qu'en fait, chaque jour, on fait des petits pas qui vont nous mener à. Mais si on veut mesurer ces petits pas et ces progrès, il faut qu'on sache où on veut arriver, où est notre ligne d'arrivée. Même si on n'y arrive pas exactement, même si on prend plein de chemins, peu importe. Mais il faut qu'on l'ait absolument en tête. Et puis la troisième chose, c'est mettre le doigt sur ses peurs. Et donc je rejoins là également la gestion des émotions. Parce que si on n'avance pas, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on est un loser, c'est pas parce que plein de choses, c'est parce que notre système, notre expérience, ce qu'on a vécu, notre environnement, nos ancrages émotionnels ont créé en nous des croyances, soit qui nous limitent beaucoup, c'est ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui les croyances limitantes, soit qui nous libèrent, mais en tout cas, ces croyances, elles sont présentes, et tant que les peurs gravitent là, on va jamais aller plus loin. Ouais. Donc, tant qu'il y a des peurs, il y a des grosses chances de croissance, quelque part. Absolument. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est très bien. On ne peut jamais éliminer les peurs. Et heureusement, on peut les alléger. Et voilà, on peut en faire des alliances parce que ça va devenir des forces. Des opportunités. Les peurs, elles sont là pour nous prévenir du danger, nous alerter sur les risques. Donc, elles sont bonnes aussi. Mais c'est comme tout sur un équilibre. S'il n'y a pas de peur du tout, c'est dangereux. S'il y a trop de peur, c'est bloquant. Donc, il faut réussir à trouver un équilibre qui sera pour Chris un certain équilibre, pour moi un autre, pour toi un autre, pour Héloïse un autre également. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup Béatrice Fornari, Christophe Eben pour la pertinence de vos propos. C'est vraiment pour ça que je vous ai choisi, parce que quand j'ai vécu, parce que vous aviez incarné votre message à Lyon, vous l'avez pas récité, comme vous avez dit, c'était pas du tout, ils restent pas dans le mental, dans la tête, ils vivent avec le corps, ils jouent même tous les deux sur scène. Il y a un jeu de rôle que j'apprécie énormément. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Ah ben, de partout, plus particulièrement quand même en ce moment sur Lyon. Ah ben là à Lille, donc évidemment, hein, et on serait ravis de revenir à Lille, on reviendra, mais on navigue en francophonie. En février, on était à Montréal. Voilà, on va à droite, à gauche, là où on nous demande de venir, on y va. Sinon, on intervient chez nos clients dans les entreprises. Si vous voulez une session stratégique de 30 minutes pour vous aussi vous lancer à travers l'événementiel, vous pouvez cliquer sur le lien, vous inscrire, je vous pose quelques questions via un formulaire et ensuite je vous contacte par Skype. À très vite, ciao.